Les compressions médulaires constituent une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, c'est une urgence diagnostique car il faut savoir les détecter, surtout au début. Il y a les signes cliniques qu'on peut marquer. Il faut savoir le diagnostiquer. Et thérapeutique, urgence thérapeutique, car il faut lever la compression avant la constitution des signes neurologiques irréversibles. Myélomalacie. Le tableau clinique est caractéristique à la phase d'étape. Il comprend un syndrome lésionnel radiculaire par atteinte périphérique de la racine périphérique. Un syndrome sous-lésionnel, c'est une atteinte centrale par atteinte des voies longues, pyramidale, lemniscale, extralemniscale. Et un syndrome rachidien en cas d'origine vertébrale. Il faut faire la part des choses entre les compressions médulaires lentes et les compressions médulaires aiguës post-traumatiques. Les lésions post-traumatiques, nous avons le traumatisme vertébro-médulaire. Elles sont entraînées par les lésions osseuses et disco-ligamentaires. Rappel anatomique. La moelle épinière, elle chemine le trou occipital au bord supérieur du L1 ou la L2. Elle chemine dans un canal ostéoligamentaire et inextensible. La moelle épinière est un casem de quatre parties, cervicale, dorsale, lombaire, sacrée. La moelle cervicale, elle s'étend jusqu'au disque intervertébral C6-C7. C'est le métro occipital, C6-C7. C'est la moelle cervicale. Elle donne naissance à 8 racines. La moelle dorsale, elle s'étend jusqu'au disque intervertébral D10, D11. Et elle donne naissance à 12 racines. Elle s'étend jusqu'au D10, D11. D10, D11. La moelle lombaire, elle s'étend jusqu'au L1 et donne 5 racines. Et la moelle sacrée et coccygienne, elle s'étend jusqu'au disque L1, L2 et donne respectivement 5 racines sacrées et une racine coccygienne. L'enveloppe durale qui contient la moelle se prolonge jusqu'au sacrum, jusqu'au S2. Alors, de la moelle spinale émergent les nerfs spinaux qui sortent par les trous de conjugaison. Comme je l'ai dit, la moelle épinière, تبدأ من le trou occipital, elle chemine jusqu'au L1 ou la L2. Donc, elle chemine jusqu'à la dernière vertèbre dorsale et de L1, L1. Et on parle de la cône terminale, c'est la cône terminale de la moelle spinale. Et à partir de là, les dernières racines spinales, L2 S5, forment la queue de cheval. C'est les dernières racines spinales, L2 S5, L2 S5. Alors, au niveau lombaire, le cul-de-sac ne contient pas de la moelle. Mais fiche la moelle épinière. Il contient que les racines lombaires et sacrées. Et la compression fait le niveau réalise un syndrome de la queue de cheval. Le décalage, il s'explique par la croissance plus rapide de la colonne vertébrale par rapport à la moelle pendant la vie embryonnaire. Et a pour conséquence l'obliquité de plus en plus importante des racines depuis le niveau cervical, où nous les racines horizontales, jusqu'au niveau lombaire, les racines verticales, ainsi que le décalage entre le segment médulaire et le segment vertébraux. La moelle spinale comporte deux ronflements, le ronflement cervical, C4 à D1, et le ronflement lombaire, D10 à L1. La moelle elle est entourée par les méninges, bien sûr. On a la pimère, elle est épaisse, résistante, l'arachnoïde où circule le LCR et la dure mère. La dure mère qui réalise un fourreau cylindrique épais. La moelle épinière elle est divisée en différents niveaux métamériques. Au centre du LCR, la substance grise tout autour, puis la substance blanche. La substance grise. La substance grise fiha en avant motoneurone de la motricité, en arrière fait le neurone sensitif. Le neurone sensitif ici en arrière. Ou les deux
sert pour constituer l'arc réflexe. L'arc réflexe, il est distribué de manière horizontale. C'est une distribution horizontale. La substance blanche fera les voies descendantes et ascendantes. Une voie descendante, la voie pyramidale, et deux voies ascendantes, voie lemniscale et extralemniscale. Commençons le faisceau pyramidal de la motricité, la voie descendante de la motricité. La motricité volontaire, je précise, volontaire. Lorsqu'on marche, tu manges, il y a les gestes qui diront, c'est sous contrôle de cette voie pyramidale. La voie pyramidale, elle prend naissance le cortex, l'aire de motricité. Mais le cortex frontal moteur, elle décuse, elle change de direction, le bulbe. Change de direction le bulbe, où elle chemine la partie latérale de la substance blanche, du côté contralatéral. Maintenant, pour les deux voies sensitives ascendantes, on a la voie lemniscale et extralemniscale. La voie lemniscale, vous laissez voie coordonnale postérieure. Coordonnale postérieure. Lemniscale, lemniscale j'ai vu postérieur. Lemniscale postérieure. Lemniscale postérieure. والطريق تاعها يشبه البيراميدال. Coordonnale postérieure, lemniscale. Alors, c'est la voie de la sensibilité. Des coordonnales postérieures profonde, la sensibilité profonde, le tact épicritique fin. Wesh معناها le tact? Tact c'est le toucher. Épicritique fin, معناها c'est la sensibilité avec précision. ماشي de façon globale. Il y a des valeurs avec précision. Il comprend donc le toucher, la pression, la vibration, le chatouillement. Il renseigne sur la taille, la forme, la texture des objets et leur mouvement sur la peau. C'est le tact épicritique fin. Épicritique fin. Le neurone chemine les récepteurs périphériques et passe vers le cordon postérieur. Donc, il monte jusqu'au noyau garcile et burdache. Là où il va décusser vers le thalamus, il décusse au niveau du tronc cérébral, il change de direction, il va vers le thalamus, le côté contralatéral, puis vers le lobe pariétal sensitif. Et la deuxième voie ascendante, la voie spinothalamique extralemniscale de la sensibilité thermoalgique et protopathique, le tact grossier protopathique. Le tact protopathique, il s'agit d'un tact non discriminatif, c'est un toucher non discriminatif qui détecte des sensations plus globales, plus floues, telles que la sensibilité thermique, chaud, froid, la pression, vibration, la douleur. Le tact grossier protopathique, il détecte les sensations les plus globales et plus floues. Le faisceau spinothalamique, il chemine les récepteurs périphériques vers la corne postérieure. Et là, il décusse. Il décusse la moelle. ماشي كيما البيراميدال ماشي كيما lemniscale. Le extralemniscale غادي يروح في la corne postérieure puis il décusse au niveau de la moelle. Il croise la ligne médiane. Il يروح vers le cordon antérolatéral et il remonte jusqu'au lobe pariétal. Donc علاش رانا نقرأ هذا le rappel anatomique parce que تخيلي معايا يكون عندك une atteinte au niveau central, au niveau du centre de la moelle. هنايا غادي يكون عندك le spinothalamique غادي يكون touché. Le diagnostic positif. Commençons par la clinique. Le tableau clinique comprend un syndrome lésionnel, un syndrome sous-lésionnel et parfois un syndrome rachidien. Le syndrome lésionnel, il traduit l'atteinte du neurone périphérique du métamère. Il s'agit d'un syndrome radiculaire. En principe, il précède le syndrome sous-lésionnel. L'atteinte, la compression, c'est un syndrome lésionnel. L'atteinte à le neurone périphérique.
périphérique du métamère. Ce n'est pas une atteinte centrale. Le syndrome lésionnel, c'est l'atteinte du neurone périphérique. On parle du syndrome radiculaire. Le plus souvent, il s'agit donc d'une douleur radiculaire. La douleur radiculaire, elle est suivie suivant le trajet d'une racine. Elle est fixe et vive. Elle est fixe. La douleur, elle est impulsive à la toux, la défécation, dite à l'effort. Et recrudescence nocturne. La douleur, selon le Martingale, l'intensité, elle diminue dans la journée avec l'activité physique où elle se manifeste qu'au repos, surtout la nuit, à des heures fixes. Ou c'est une douleur en éclair. En éclair, elle correspond à un dermatome lésionnel. Alors, selon le niveau lésionnel, les douleurs, ça peut être au niveau cervical et on aura une névralgie brachiale. Ça peut être au niveau thoracique et on parle de névralgie en hémiceinture. Ça peut être au niveau lombaire et on parle d'une sciatique ou cruralgie. Donc, elle est pour les douleurs radiculaires. En plus des douleurs radiculaires, on atteint des signes neurologiques. D'accord, on a seulement les douleurs, on a un déficit radiculaire. Donc, on a les signes neurologiques subjectifs. Le patient a dit, l'interrogatoire à type de paresthésie, hypo ou anesthésie à tous les modes et dans le même territoire radiculaire, dans le même territoire. Et à ces signes, on peut trouver des signes objectifs. Objectifs à l'examen. Lorsque tu examines le malade, tu objectives les signes neurologiques à type de paralysie radiculaire avec abolition d'un réflexe osteo-tendineux, une amyotrophie lunette au niveau des membres. Le syndrome sous-lésionnel. Le syndrome sous-lésionnel, il traduit l'atteinte des fibres médulaires longues. Et ne se manifeste qu'au-dessous du niveau lésionnel. Pas de signe neurologique au-dessus de la lésion. Faut que la lésion, pas de signe neurologique. Quand la lésion, le niveau lésionnel, il y a les signes neurologiques. Donc, on a une atteinte, soit la voie pyramidale, ou la lamniscale, ou la extralamniscale. Donc, ce syndrome va intéresser à des degrés divers la motricité, la sensibilité et la fonction sphinctérienne. Alors, l'atteinte de la fonction motrice par atteinte de la voie pyramidale, atteinte du faisceau pyramidal, c'est grâce à lui que les mouvements volontaires. Donc, l'atteinte du faisceau pyramidal se manifeste au début, par des troubles de la marche, à type de claudication neurogène indolore, pas de douleur. C'est des difficultés à marcher qui obligent le patient à l'arrêt après un certain périmètre de marche, qui devient de plus en plus court. La diminution de périmètre de la marche. À cette claudication, donc après la claudication, elle fait suite une paraparésie. C'est une faiblesse musculaire partielle. Puis une paraplégie spasmodique. Spasmodique puisque c'est l'atteinte centrale du faisceau pyramidal, donc spastique. Atteinte spastique. On a là hypertonie spastique. Une paraplégie, donc paralysée totale. C'est même trouble de la marche, c'est une paralysie totale, progressivement. Lorsque tu examines à l'examen clinique, on trouve un syndrome pyramidal, atteinte pyramidale. C'est-à-dire qu'on a un déficit moteur variable. Les réflexes osseo-tendineux lors d'une atteinte pyramidale centrale sont vifs. Polycinétique. Une seule stimulation, plusieurs réponses. Et diffusée. La zone réflexogène غادي تكون كبيره تما تضربي en dehors de la zone réflexogène ويعطيك une réponse. Et un signe de Babinski, c'est une extension de gros orteils à la stimulation de la plante du pied. Donc باش تفهميها خصك تقري le syndrome pyramidal. Donc le syndrome pyramidal, c'est par atteinte à le faisceau pyramidal. C'est une atteinte centrale. L'atteinte sensitive, c'est par atteinte des voies de la sensibilité, la voie lamniscale et extralamniscale. Le syndrome cordonal postérieur, l'atteinte du cordon postérieur. Déjà, le cordon postérieur, c'est là où passe le faisceau lamniscal de la sensibilité épicrétique fine
et passe la voie spinocérébelleuse. Donc, on a une ataxie proprioceptive, une paresthésie, des douleurs coordonales postérieures, c'est des sensations de striction, sensations d'étau, le signe d'hermite, c'est à la flexion forcée de la tête, c'est une sensation de décharge qui chemine gaffe la colonne vertébrale jusqu'au membre inférieur. Le Romberg est aggravé, une impression de marcher sur le coton, c'est des signes d'une ataxie proprioceptive par atteinte coordonale postérieure, sans oublier la dissociation diabétique. Alors, il y a atteinte de la sensibilité profonde, atteinte de la sensibilité épicritique fine. Ou l'atteinte de la voie spinothalamique, la voie extralamnescale, qui décuse au niveau de la moelle. Et elle se traduit par un déficit sensitif thermoalgésique. La douleur, chaleur, froid et le tact grossier. Il y a une hypo ou anesthésie au-dessous de la lésion. Un exemple type à l'atteinte thermique, thermoalgésique, la syringomyélie. La syringomyélie, c'est une atteinte au niveau du centre de la moelle et elle touche le vaisseau spinothalamique. Donc, on a la sensibilité thermoalgésique touchée et la sensibilité profonde conservée, puisque le cordon postérieur ne sera pas là. Il y a un problème spinothalamique. L'atteinte sphinctérienne, elle est plus tardive, à type de miction impérieuse, pollakiurie, puis incontinence. Le syndrome rachidien est au premier plan dans les causes vertébrales. Quand on a métastase, spondylodicite, on a le syndrome rachidien. La douleur est de type inflammatoire. C'est une douleur diurne et nocturne. Elle est peu calmée par les antalgiques. Elle précède de plusieurs jours ou plusieurs semaines les signes neurologiques. À l'examen, on peut déclencher une douleur segmentaire à la palpation. Donc, lorsque tu palpes, tu déclenches une forte douleur à la percussion. C'est le signe de la sonnette. Donc, il crie. Dès qu'il touche, il crie comme une sonnette. À cette douleur associée une raideur réflexe et parfois des déformations visibles à l'inspection. Les formes cliniques. Les compressions médulaires selon le niveau. Donc, avec les compressions cervicales hautes entre C1 et C4. Les compressions hautes, le syndrome sous-lésionnel, il est constitué d'une quadriplégie spastique. Elle touche les 4 membres. C'est une faiblesse musculaire des 4 membres et spastique d'origine centrale, hypertonie, spastique. Lorsque tu mobilises le membre, il garde la position. Et le syndrome lésionnel, une paralysie diaphragmatique, une paralysie du sternoclédo-mystioïdien et du trapèze, ou par un hoquet qui cide la souffrance phrénique. Alors, la compression haute, باش تعقل عليها غادي يكون عندك problème في diaphragme ou paralysé des 4 membres. Une quadriplégie spastique des 4 membres. Un syndrome pyramidal qui touche les 4 membres. Ou problème, donc un syndrome lésionnel, une paralysie diaphragmatique, paralysée du sternoclédio-mastioïdien et du trapèze. Puis qu'on a le hoquet, c'est un signe de souffrance phrénique. La compression cervicale basse entre C5 et D1. Entre C5 et D1, elle s'exprime par une paraplégie spastique et une névralgie cervico-brachiale. Cette névralgie cervico-brachiale est une douleur qui part du cou, le rachis cervical, cou, où le trajet taha coule le bras et l'avant-bras pour se terminer dans un ou plusieurs doigts de la main. Les mains. Lors d'une compression entre C8 et D1, il est habituel d'observer un signe de Claude Bernard orné homolatéral. Compression de la moelle dorsale.
Elle donne une paraplégie, douleur en ceinture thoracique, associée à une anesthésie en bande. La compression de la moelle lombo-sacrée. Elle donne une paralysie des quadriceps, avec disparition des réflexes osteo-tendineux rotuliens, mais avec des réflexes osteo-tendineux achilliens vifs et un signe de Babinski bilatéral. Il s'associe à des troubles sphinctériens. La compression au niveau de la cône terminale. Donc, elle réalise un syndrome sous-lésionnel par atteinte des racines issues de la cône terminale L1, S5. Ça se manifeste par des dorsalgies, névralgie abdominogénitale, déficit de la flexion de la cuisse sur le bassin, par atteinte de psoas. D'accord? Donc, on a un trouble moteur. Trouble moteur, un type de déficit de la flexion de la cuisse sur le bassin. Abolition des réflexes cutanés abdominaux inférieurs et crémastériens. Un signe de Babinski, là il y a un signe de Babinski et un déficit moteur flasque. On les troubles sphinctériens sévères, une vessie neurologique de type périphérique. Les compressions médulaires chez l'enfant. La sémiologie elle diffère peu de celle de l'adulte. Il est toujours plus difficile de mettre en évidence les douleurs rachidiennes et les douleurs radiculaires chez les petits enfants. En revanche, il est classique d'observer très précocement une déformation rachidienne à type de scoliose, kyphose. L'existence d'une boiterie ou des troubles sphinctériens doit faire évoquer le diagnostic. Les boiteries et troubles sphinctériens. Boiterie, troubles sphinctériens. Chez l'enfant, les compressions médulaires tumorales peuvent s'exprimer par un tableau d'hypertension intracrânienne avec œdème papillaire, hémorragie méningée ou hydrocéphalie. Et dernière forme clinique, la compression médulaire selon l'évolution. L'évolution d'une compression médulaire lente, elle est imprévisible, tu ne peux pas savoir. Le plus souvent, c'est la compression va être très lentement progressive. Très lentement progressive, mais la décompensation. Une décompensation rapide, elle est possible en quelques heures. Elle peut survenir lorsque la compression est suffisante pour entraîner une décompensation vasculaire, responsable d'une ischémie médulaire, dont le pronostic fonctionnel est sombre. Les examens complémentaires. En première intention, l'IRM, avec injection de gadolinium. Lorsque tu suspectes cliniquement une souffrance médulaire, dis-lui en première intention l'IRM. Elle doit être réalisée avec plusieurs séquences en T1, en T2 avec injection de gadolinium. Elle détermine la topographie lésionnelle, épidurale, intradurale ou la intramédulaire. Les tumeurs intradurales et extramédulaires sont localisées entre la dure mère et la moelle. Elles sont visualisées par des masses arrondies ovoïdes jouxtant la moelle, la moelle, des lésions arrondies ovoïdes. Avec les lésions intramédulaires, les lésions légio-flammoles, elles s'accompagnent d'un élargissement du cordon médulaire. Le cordon médulaire s'élargit avec une lésion médulaire. L'IRM permet d'établir une cartographie du processus tumoral en déterminant la hauteur, la dimension, les rapports avec les structures avoisinantes du processus lésionnel. La nature, pleine ou kystique, permet de donner une orientation étiologique. Maintenant que le rehaussement par injection de gadolinium signe une rupture. Le rehaussement signe une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Autre examen complémentaire, la radiographie rachidienne simple. Elle montre les déformations rachidiennes, donc les modifications osseuses, qui mêlent les érosions d'un pédicule, élargissement d'un trou de conjugaison, élargissement du diamètre transversal, ou la antéro-postérieure du canal rachidien, aspect lithique ou la condensation vertébrale, qui aboutit à une vertèbre ivoire, ou un tassement. Les signes osseux sont le plus souvent tardifs. Le myéloscanner,
Il est réalisé en cas de contre-indication à l'IRM. Il permet de bien visualiser les structures squelettiques. Donc, à des injections de produits de contraste de la moelle et il montre les rapports de la moelle avec les structures adjacentes, avec le rachis. Le potentiel évoqué, somesthésique et moteur. Il apprécie l'état fonctionnel des voies lemniscales et pyramidales, mais il ne constitue pas un instrument diagnostique de première intention. Les examens biologiques des VS, un VS élevé permet de suspecter une origine inflammatoire ou infectieuse ou tumorale maligne. NFS, numération formule sanguine, il peut orienter vers une origine infectieuse ou une pathologie hématologique. La ponction lombaire, elle permet de détecter un blocage à l'écoulement du liquide céphalorachidien. Classiquement, l'étude du liquide retrouve une dissociation albuminocytologique, c'est-à-dire une augmentation de la protéinorachie sans augmentation des cellules. Une augmentation de la protéinorachie, les cellules là. Et dans les formes évoluées, ce liquide peut être franchement xanthochromique. Diagnostic et étiologique. On a 3 grandes causes étiologiques. Quelle est la cause extradurale, en dehors de la dure mère. Il y a surtout les métastases. Ils sont dominés par les métastases néoplasiques. C'est indique les tumeurs vertébrales, les tumeurs bénignes, hémangiome, chondrome, maligne, sarcome. Les myélopathies cervico-thoraciques, hernie discale, spondylodicite, épidurite infectieuse. Les causes intradurales, extramédulaires. La lésion elle est localisée entre la dure mère et la moelle. Elle est dominée par les méningiomes, neurinomes, arachnoïdites. Donc elles sont dominées par les tumeurs bénignes. Troisième cause, les causes intramédulaires qui sont dominées par les tumeurs. Les tumeurs sont soit des épendymes, soit astrocytomes. Donc, 2 tiers des cas, les tumeurs. Ça peut être une malformation vasculaire ou là la syringomyélite. Donc, on commence les causes extradurales qui sont dominées par les métastases néoplasiques vertébrales, compliquées d'une épidurite métastatique. C'est des métastases au niveau de l'espace épidural. Le cancer primitif le plus fréquemment retrouvé sont les néoplasmes du poumon, du sein, de la prostate et du rein. Un envahissement néoplasique vertébro-épidural est fréquemment rencontré au cours des hémopathies malignes, comme les lymphomes non-Hodgkiniens, le leucémie aiguë et les myélomes. Les tumeurs vertébrales bénignes, avec l'hémangiome, chondrome, ou là, les tumeurs primitives malignes, qui mènent le sarcome, sont plus rares. Avec les tumeurs bénignes, ils jouent les vertèbres. Hémangiome, chondrome, maintenant, il y a une tumeur primitive maligne, le sarcome. La myélopathie cervico-thoracique, le syndrome de Schneider. Myélopathie, c'est une déformation de quoi? Du disque. Il y a des problèmes les disques intervertébraux qui réduisent le diamètre du canal rachidien. Donc, il y a une déformation des disques. L'IRM confirme la cervicarthrose. C'est une arthrose avec une étroitesse du canal cervical. L'arthrose se trouve généralement dans la partie inférieure du rachis cervical. Automatiquement, la moelle sera comprimée. Il peut aboutir à une compression médulaire lente, cervicale. Elle concerne des patients de plus de 40 ans, aux antécédents de névralgie cervico-brachiale, des douleurs au niveau du cou, au niveau bras, les mains, de torticollis. C'est un spasme musculaire qui gifle le cou au niveau du cou. Il provoque des douleurs et empêche la personne de tourner la tête dans une direction. Tu peux pas bouger ta tête, tu peux pas tourner ta tête, puisqu'il y a le spasme ou la douleur. C'est le torticollis. Voire, tu peux les antécédents, notion de traumatisme rachidien cervical. انت مهم عارفه بلي عندك un problème في les disques,
les disques intervertébraux. Alors je dis une compression de la moelle. يجي في راسك le syndrome lésionnel et sous-lésionnel. Le syndrome lésionnel, c'est par atteinte périphérique. Se manifeste par des signes sensitifs et moteurs, une abolition des réflexes ostéotendineux, une amyotrophie sur un ou sur les deux membres supérieurs. Et le syndrome sous-lésionnel par atteinte des voies longues, ascendantes et descendantes, par atteinte du faisceau pyramidal qui se manifeste par un syndrome pyramidal spastique progressif et par atteinte des voies lemniscales ou extralemniscales et des troubles sensitifs subjectifs dont le classique signe de l'hermite. La hernie discale, elle est préférentiellement au niveau dorsal. Elle peut être une étiologie de compression médulaire extradurale, l'hernie discale. La spondylodicite et les épidurites infectieuses. Spondylodicite معناها infection تاع une ou la plusieurs vertèbres et les disques intervertébraux. Elles peuvent être à l'origine d'une compression médulaire extradurale en dehors de la dure mère. شايفة راهم رانا في لي ديسك ما راناش في لا دور مير. وفي هاد les infections lorsqu'il s'agit du bacille du corps BK هنا on parle de mal de pote. L'hématome épidural هنا lors d'un traitement avec anticoagulant ou là après une ponction lombaire il peut entraîner une compression médulaire هاد l'hématome épidural في l'espace épidural. Les deuxièmes types de causes intradurales extramédulaires. Le cas entre la dure mère et la moelle. Elles sont dominées par les tumeurs bénignes. في الوسط كاين les tumeurs bénignes surtout. Première tumeur bénigne, les méningiome. Les méningiome concernent avant tout les femmes de plus de 50 ans. Les femmes plus de 50 ans avec compression médulaire lente, typique. Elle s'exprime par des troubles de la marche progressive, associés à un modeste syndrome lésionnel radiculaire, un modeste syndrome périphérique. La localisation tumorale est thoracique dans 2 tiers des cas. Dans 2 tiers des cas, 65% عندنا des localisations thoraciques de la tumeur, le méningiome. L'IRM confirme la localisation intradurale extramédulaire. Postérieure à limite nette de taille ovoïde, allongée selon le grand axe rachidien aux dépens de l'arachnoïde. La tumeur, elle est implantée sur la dure mère. La moelle ou la dure mère, elle est implantée sur la dure mère. Les neurinomes concernent autant les hommes que les femmes, de tout âge. Les hommes comme les femmes. Une compression médulaire lente. Il entraîne une compression médulaire lente avec un syndrome radiculaire plus marqué que pour les méningiomes. في méningiome قلنا un modeste syndrome radiculaire. Mais في les neurinomes عندنا un syndrome radiculaire plus marqué. En particulier avec des douleurs. Des radiographies rachidiennes mettent en évidence un élargissement du trou de conjugaison. L'IRM confirme que la tumeur est située sur une racine spinale, le plus souvent dorsale. La topographie de la neurinome indique 50% rachis cervical, 25% thoracique, 25% lombaire. Et ils peuvent survenir dans le cadre d'une neurofibromatose de Reckling-Rosen. هنايا كيكون عندك plusieurs neurinomes, lorsqu'il existe plusieurs neurinomes, plus des signes cutanés, taches café au lait, plus antécédents familiaux. C'est un syndrome. عندك plusieurs neurinomes, signes cutanés, taches café au lait et antécédents familiaux. Et en dernier, étiologie comme étiologie intradurale extramédulaire, on a les arachnoïdites. C'est des réactions inflammatoires des leptoméninges qui ont gagné la moelle spinale. C'est une inflammation des leptoméninges. Le leptoméninge comprend l'apimère et l'arachnoïde. Donc, il y a une inflammation, réaction inflammatoire les deux, les leptoméninges, qui peuvent engainer la moelle spinale et entraîner un tableau de compression médulaire. Donc, il y a de l'inflammation et de la compression de la moelle. On les observe dans les suites de méningite
ou là au cours des maladies inflammatoires comme la sarcoïdose. Les pathologies maintenant intramédulaires, la moelle épinière. Donc, les pathologies intramédulaires flammoles sont dominées par les tumeurs. Les tumeurs, donc 2/3 des cas, qu'on a des tumeurs au niveau de la moelle, sont soit des épendymes dans l'espace ventriculaire, soit des astrocytomes. C'est des glions qui prennent naissance dans les cellules gliales. L'IRM, il met en évidence un élargissement de la moelle. La moelle, puisque on a déjà une tumeur flammable. Donc, un élargissement de la moelle avec effacement des espaces liquidiens périmédulaires. Les espaces liquidiens périmédulaires vont être effacés et visualisent la tumeur qui peut comporter une note charnue en hypersignal en C2, plus ou moins associée à des formations kystiques. Les malformations vasculaires, la moelle, on a des malformations vasculaires, comme cavernome, angiome, fistule artério-veineuse durale, peuvent aboutir à un tableau de compression médulaire lente avec risque hémorragique et ischémique potentiel, avec risque d'hémorragie et d'ischémie. L'IRM, il visualise la malformation vasculaire. Et l'artériographie médulaire, on établit le type précis et la stratégie thérapeutique. La syringomyélie, syringo-syrinx, معناها cavité. Donc c'est une cavité localisée dans le centre de la moelle. La moelle épinière a une cavité. C'est une cavité intramédulaire. Alors, la moelle épinière a le faisceau spinothalamique de la douleur et de la température. Ça fait froid, chaud, thermoalgique, le spinothalamique, l'extralamniscal. Le faisceau, lorsqu'il entre, il entre la corne inférieure. Puis il décusse vers la moelle, il décusse, il passe le centre médian de la moelle, vers le cordon antérolatéral. Il monte jusqu'au thalamus. Imagine la cavité localisée dans le centre de la moelle. Donc le faisceau spinothalamique sera touché. Et ça entraîne une hypoesthésie dissociée. Elle est purement thermoalgique. La sensibilité profonde, le cas n'est pas touché. La sensibilité profonde, c'est la voie lemniscale, puisque la voie lemniscale est le cordon postérieur. On a atteinte de la cavité qui a la lésion, la cavité est le centre. Donc, on a le faisceau spinothalamique touché. Une hypoesthésie. Sans oublier la plainte principale qui concerne avant tout les douleurs. Des douleurs à type de névralgie cervico-brachiale. On a les tâches touchées, la moelle, d'accord? Donc, quand on a une névralgie cervico-brachiale ou l'épaule, du bras à type d'étau ou de brûlure. Il l'associe à un syndrome suspendu au niveau des membres supérieurs, plus souvent avec un déficit moteur. Une amyotrophie. L'amyotrophie s'explique par l'augmentation du volume de la cavité, de la syringomyélie. La cavité va تكبر وغادي توصل لك حتى la corne. كي توصل لك في لا كورن انتيريور هنا وين كاين لو موتونورون تاع لا موتريسيتي لو موتونورون موتور يا كي يكون عندك هاد لاتان تاع هاد الموتونورون موتور ça entraîne une amyotrophie et même le réflexe sera touché puisque c'est la voie des réflexes là et l'abolition des réflexes osteo-tendineux. Qui dit l'IRM, il met en évidence une cavité centromédulaire pouvant remonter jusqu'à la moelle allongée حتى البulbe. قادر تكون هاد لا كافيتي دونك تزيد تكبر تطلع لك حتى البلب. Il peut s'associer à une malformation d'Arnold-Chiari. هاد la malformation donc غادي يكون عندنا la fosse postérieure étroite et ça favorise la migration des amygdales, les amygdales cérébelleuses qui s'engagent dans le trou occipital. C'est une hernie. C'est une hernie et en conséquence, il y aura une difficulté de sortie de l'LCA. En dernier, le syndrome de l'hémimoelle. C'est la section de l'hémimoelle, Brown Sécar. شوفي هنا هو الاناتومي انا غادي نقول لك ça se manifeste par quoi. Donc اذا كان عندك une hémisection de la moelle غادي يكون عندك d'un côté un syndrome pyramidal plus un syndrome cordonal postérieur. Le syndrome pyramidal غادي يكون عندك le syndrome pyramidal c'est une paralysie des membres inférieurs. Donc ça dépend du niveau de la section. Oui, il qu'on a un paralysé, un syndrome pyramidal. Aussi, il y a un trouble de la sensibilité tactile, épicritique et proprioceptive du même membre.
Et du côté contralatéral, tu connais l'atteinte extralamniscale du faisceau spinothalamique, un déficit de la sensibilité thermalgique, thermique ou la douleur. Sont des déficits de la sensibilité thermique et douloureuse. Les diagnostics différentiels. نبداو بلا polyradiculonévrite aiguë, c'est Guillain-Barré. Donc elle est évoquée devant l'installation subaiguë d'une paraparésée ou la paralysie flasque avec aréflexie osteo-tendaineuse des membres associée à des troubles sensitifs. Mais sans troubles sphinctériens, là on peut évoquer une polyradiculonévrite aiguë. La sclérose en plaques. L'apparition d'une paraparésie spastique progressive avec d'autres signes de souffrance médulaire peut être le premier signe d'une sclérose en plaques. Il faut éliminer la sclérose en plaques. La sclérose latérale amyotrophique peut stimuler une compression médulaire. Mais les signes sensitifs et sphinctériens sont absents. Quels signes sensitifs ou quels signes sphinctériens. Il existe de plus des fasciculations et une amyotrophie. Et en dernier, la sclérose combinée de la moelle. On a dit lors de la maladie de Biermer. Lors de la maladie de Biermer, on a un déficit en vitamine B12, une anémie macrocytaire et déficit en vitamine B12, ça peut entraîner une sclérose combinée de la moelle. Et la myélyse virale peut stimuler un tableau de compression médulaire. Le traitement. La compression médulaire constitue toujours une urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic est posé par l'IRM, car le tableau il peut s'aggraver en quelques heures et aboutir à une paraplégie, tétraplégie complète et définitive. Je dis bien définitive. Il faut agir rapidement, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Tout malade suspect d'avoir une compression médulaire doit être transféré en urgence au milieu neurochirurgique pour définir les meilleures modalités thérapeutiques. Le but du traitement est la décompression radiculomédulaire, étude anapathe, traitement étiologique, stabilité rachidienne. Les moyens thérapeutiques, les médicaments antalgiques, les INS, corticoïdes, antibacillaires, antibiotiques, kinésithérapie et prévention des complications de décubitus. Chirurgie à bord postérieur, la laminectomie ou la antérieure. Tumérectomie, ostéosynthèse et instabilité rachidienne, la radiothérapie et chimiothérapie. La l'étiologie. Les indications indiquent décompression chirurgicale le plus tôt possible, en urgence, traitement étiologique et traitement adjuvant adapté à la cause. Le pronostic dépend de l'importance de la compression, de l'étiologie, de la rapidité de décompression et du terrain. En conclusion, la compression lente de la moelle épinière, les étiologies variées, mais le plus souvent tumorales et bénignes. Elles doivent être reconnues le plus précocement possible afin de permettre un traitement efficace. C'est une urgence. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est actuellement l'examen de première intention, éventuellement complété par un scanner ou artériographie. Le traitement est presque toujours chirurgical.